Je me tourne à présent vers vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux français pour nous et on va commencer en Tunisie, une nouvelle fois endeuillée par un attentat. 5 mois après l'attentat de Sousse, le plus meurtrier de l'histoire récente du pays, l'attaque d'hier en plein cœur de Tunis, cette fois, a tué au moins 12 agents de la sécurité présidentielle et blessé 12 autres membres de cette unité d'élite, d'après le Parisien, qui précise que cet attentat n'a pas encore été revendiqué. Comme après celui de Sousse, l'état d'urgence a été décrété, rappelle l'opinion, qui estime que la Tunisie paye le prix de son engagement démocratique. Malgré sa volonté de restaurer la sécurité, le pays subit toujours, on le sait, des infiltrations de terroristes du fait de la porosité de sa frontière avec la Libye, mais aussi les coups de la frange radicale de l'islamisme tunisien qui aurait déjà envoyé en Syrie et en Irak près de 3000 djihadistes. Et nous serons dans le journal de 7h30 avec notre correspondant en Tunisie pour parler de cet attentat. À la une également de la presse française, la décision de la Turquie, Hélène, d'abattre un avion militaire russe près de la frontière avec la Syrie. Ce que la communauté internationale redoutait est finalement arrivé. D'après le Parisien, les Turcs affirment que les Russes ont pénétré dans leur espace aérien, ce que dément le Kremlin qui menace à présent la Turquie de représailles. La confusion demeure ce matin, mais pour le Figaro, la messe est dite. Ankara a porté un coup de poignard diplomatique et tenté de saboter la coalition internationale que la France s'efforce de constituer. Certes, reconnaît le journal, ce n'est pas la première fois que l'aviation russe joue avec les frontières des membres de l'OTAN, mais quelles que soient les fâcheuses circonstances invoquées, je cite, l'épisode témoigne surtout de l'exaspération turque face au jeu de la Russie. La grande coalition anti-Daesh ne plaît pas à tout le monde, constate le Figaro, qui rappelle que Barack Obama a certes multiplié les mots doux hier à Washington à l'égard de François Hollande, mais a promptement enterré le projet d'un accord commun qui inclurait la Russie. Oui, le problème, Hélène, c'est qu'en ce qui concerne la Syrie, les intérêts des uns et des autres ne sont pas tous les mêmes, ils sont même contradictoires. C'est ce que nous rappelle Libération ce matin. Qui sont nos vrais alliés, s'interroge le journal. Entre les États-Unis, alliés effacés, la Russie, alliés isolés, la Turquie, alliés malaisés, les pays du Golfe, alliés ambigus, ou encore l'Iran, alliés indirects. La France apparaît effectivement bien isolée, constate Libé, qui défend, Natacha, ce matin, la décision de la France d'intervenir en Syrie, démontant l'argument qui consiste à dire si nous ne les combattons pas, ils ne nous attaqueront pas. D'abord par un petit rappel chronologique, Mehran, Mouche, Charlie Hebdo, c'était avant l'intervention en Syrie. Ensuite, par cette interpellation, croit-on que le retrait du monde nous protégerait de ces calamités ? Libération qui juge qu'il faut aussi que l'intervention en Syrie et en Irak soit accompagnée d'un projet de paix. Si ce projet manque, mieux vaut s'abstenir ou bien lutter par d'autres moyens, je cite. En France, l'enquête sur les attentats du 13 novembre se poursuit et de nouvelles surprises sont révélées. C'est ce que nous dit le Parisien ce matin. Attentat déjoué à la Défense, nouveau suspect dans la nature, présence d'Abdelhamid Abaoud devant le Bataclan au moment des opérations. Le procureur de Paris a précisé hier le scénario des attentats et ce qu'il a révélé confirme l'organisation extrêmement méthodique de leurs auteurs et c'est plus glaçant encore que ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent pour tenter d'enrayer le phénomène du terrorisme. Le gouvernement annonce qu'il va se lancer dans un travail de déradicalisation de ceux qui ont été signalés comme étant radicalisés, notamment auprès de la cellule Stop Djihadisme, et de ceux dont les voyages en Syrie ont avorté ou pour lesquels les preuves manquent pour être incarcérés. D'après le Figaro, 2 centres devraient ouvrir leurs portes l'année prochaine et accueillir chacun une trentaine de personnes pour une durée de 10 mois. Alors cette cellule Stop Djihadisme que vous venez d'évoquer, Hélène, a été mise en place en avril dernier. Les premiers chiffres qu'elle a recensés donnent quelques indications sur le profil des djihadistes aspirants. D'après les décodeurs du Monde, parmi les radicalisations signalées, 40%, Natacha, seraient des femmes, 50% des convertis, près d'un appel sur 5 concernerait des mineurs. Mais au-delà de ces chiffres, comment expliquer le phénomène, son ampleur? D'après Olivier Roy, qui signe une tribune éclairante dans le journal Le Monde, le djihadisme serait avant tout une révolte générationnelle et nihiliste, l'expression d'une révolte à laquelle l'écrasement de Daesh ne saurait mettre fin, selon lui. Hier avec Al-Qaïda, avant-hier avec les GIA,
qu'importe l'étiquette ou le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse de la révolte, explique en substance le politologue spécialiste de l'islam, qui évoque une islamisation de cette radicalité si propre à la jeunesse plutôt qu'une radicalisation de l'islam. Le problème essentiel pour la France, prévient Olivier Roy, n'est pas le califat du désert syrien autoproclamé qui s'évaporera tôt ou tard comme un vieux mirage devenu un cauchemar. Le problème, c'est la révolte des jeunes et la vraie question, c'est de savoir ce que représentent ces jeunes, s'ils sont l'avant-garde d'une guerre à venir ou au contraire les ratés d'un borborigme de l'histoire. Très belle analyse donc d'Olivier Roy à lire dans Le Monde. Merci beaucoup. Merci Hélène Frath pour cette revue de presse française. Restez avec nous, on fait une courte